Et c'est parti. Bonjour à tous. Je suis venu ici pour vous faire un petit feedback de ce qu'on a expérimenté depuis un moment dans notre équipe sur l'impact qu'on a eu de l'IA, de la Generative AI dans tout notre cycle de développement. Le petit slide pour dire merci, merci aux orgas, merci à tous ceux qui ont permis aussi de faire cette journée-là, très riche en échanges et tout ça. Et c'est vraiment super cool. Euh, Parler un petit peu du contexte, parce qu'il est important pour comprendre par où on est passé, d'où on vient, et ce que ça nous a permis de construire aussi au final. Je m'appelle Xavier, je suis le cofondateur donc d'Elao, qui est l'entreprise qui est un atelier de développement logiciel. J'ai cofondé aussi une autre structure qui s'appelle RIX, qui fait aussi de l'infrastructure. Pas d'hébergement, mais du cube et du cloud. Et on est basé sur Lyon. Là, je suis venu vous parler de ce qu'on a construit côté Elao et côté agence. Donc Elao, c'est une agence de 13 personnes. Ça fait 20 ans qu'on existe et ça fait 20 ans qu'on développe des applicatifs métiers web et mobile sur mesure. Notre stack technique, c'est historiquement, même depuis 20 ans, du PHP Symfony et du React Native sur la partie front. On a la chance de pouvoir garder cette cohérence-là. On n'a pas 36 000 techno exotiques, on arrive à garder ce cap-là et cette cohérence-là. Donc nous, on fait essentiellement de l'applicatif métier sur mesure. On fait souvent un petit peu les usines, les outils, les logiciels de nos clients avec tout ce que ça implique en termes de responsabilité sur le fait que ça doit tourner maintenant et ça tourne aussi sur la durée. L'équipe, on a construit vraiment, on s'est construit autour d'une vraie culture craft. Donc, l'objectif, c'est de faire des choses bien, les faire bien pour qu'elles soient capables de répondre aux besoins de maintenant, mais qu'elles soient capables aussi de tenir sur la durée et qu'on continue à prendre du plaisir à maintenir, gérer ça avec des archives logicielles qui nous permettent d'évoluer avec les outils, l'évolution des outils et l'évolution du métier, avec du test aussi automatique, unitaire, fonctionnel et autres derrière, qui nous permettent d'être serein quand on intervient, serein quand on crée, quand on fait évoluer et quand on fait vivre l'application derrière. On a naturellement un ADN agile par essence, on n'est pas des ayatollahs de telle ou telle méthodologie, on fait l'itératif, on fait la culture du feedback rapide, on adapte souvent le rythme au rythme du projet, au rythme des clients. Jusqu'à peu, pour vous donner une petite idée, nous on intervenait sur des projets qui faisaient entre 100 et 200 jours hommes sur la phase de build. Donc comme des projets assez importants pour notre taille à nous au moins au final. L'énorme chance qu'on avait au sein de l'équipe, déjà, on fait essentiellement du dev, on n'a pas de com, on n'a pas de market, on est essentiellement sur la partie applicative, sur cette partie-là, et on a une équipe qui est avant tout des concepteurs avant d'être des devs. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui ont besoin, qui prennent du plaisir à interagir avec les clients, à trouver des solutions, et c'est quelque chose qui, vous allez voir, qui a vachement accéléré tout ce qu'on a pu mettre en place. C'est cette appétence et ce besoin des équipes à interagir autour des projets. L'engagement enfin plutôt nos engagements qu'on a sur un projet qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis le début, la base en fait, on vient nous voir avec des besoins et notre principal truc à faire, c'est essayer de trouver des solutions qui sont des applicatifs pour répondre à ces besoins. Et surtout, dans ce qu'on va développer, dans ce qu'on va choisir, dans ce qu'on va mettre en œuvre, on est responsable de la solution qu'on a choisie, on est responsable du code qu'on a développé, parce qu'on doit porter ça sur des applis qui sont, comme je vous l'ai dit, des fois critiques, parce que c'est l'applicatif, c'est le quotidien, c'est souvent l'usine de nos clients, comme on dit des fois. Et le truc aussi important, c'est que au quotidien, on doit prendre du plaisir en fait dans ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on va faire les choses bien, c'est comme ça qu'on va construire dans la confiance. C'est quelque chose qui est assez fort en fait. On a eu la chance de la taille qu'on a là, on l'a depuis très très longtemps. Ça nous permet de choisir un peu, je mets les guillemets aussi, nos projets, nos clients, pour trouver des trucs qui sont aussi en adéquation avec ce qu'on veut construire et qui nous permet de pouvoir garantir aussi, d'avoir les moyens pouvoir garantir ça tout au long des projets. Et finalement, tous ces engagements-là permettent dès le début
de construire de la confiance avec les clients, avec les équipes déjà entre elles, mais aussi indirectement à travers les utilisateurs. Enfin, avoir confiance dans l'appli qu'on déploie, ça permet aussi de mettre de la confiance dans les utilisateurs. Quand ils voient arriver des mises à jour, ils ont confiance dans la capacité d'évolution et de vie de l'applicatif sur la durée. Et ce qui est aussi très important pour avoir une chaîne de confiance qui soit totale. Le credo un peu qu'on demande aux équipes et qu'on vend un peu aux clients, nous, notre métier, c'est de leur donner toutes les informations pour prendre les bonnes décisions. Des informations techniques, fonctionnelles et autres, on est là pour les aider, ils sont là pour trancher et prendre des décisions en tant que telles. Et le moment où tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, il y a un moment où ça a basculé, on a un petit peu, assez profondément, assez violemment changé ce que j'appelle l'OS du développement, projet en tant que tel. Cet événement-là, il n'y a pas de secret, c'est l'IA. L'IA, nous, ça fait un moment qu'on joue avec, qu'on commence à la mettre dans les projets. Elle était un peu en périphérie, on avait joué un petit peu beaucoup avec pas mal de trucs, mais il y a un moment où on a testé, on a vu que l'IA était capable d'écrire le code qu'on produisait nous-mêmes. Pas tout le temps, mais elle était capable de le faire. L'IA aussi nous a amené une vraie capacité de sortir un petit peu, de faire un pas de côté des fois sur les projets, pas que sur la partie technique, sur la partie fonctionnelle aussi, pour se faire challenger, pour aller un peu plus loin. On sort de la conf sur la partie QA, test, recette. La capacité qu'elle a pour aller trouver des edge cases très en amont, vous allez le voir que c'est quelque chose qui est assez important et qui nous a beaucoup aidé et qui nous a beaucoup surpris sur sa capacité à aller trouver des fois la petite bête qu'on rencontre après souvent 1 ou 2 mois d'exploitation où c'est le client qui déclenche ça parce qu'à un moment on l'avait juste pas vu, on n'y a pas pensé. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'une fois qu'on a ça, on a vu arriver les outils, nous utilise Claude Code, qui nous permettaient, en plus de tout ça, de garantir et d'avoir les outils pour orchestrer tout le quotidien et la chaîne de développement de logiciels avec ces outils-là, en ayant confiance, en ayant un cadre qu'on puisse à la fois mettre sur tous les projets, qu'on puisse faire évoluer, et où on est sûr qu'à la fin, en étant passé à l'intérieur de ça, le code, au final, serait cohérent, quelles que soient les équipes qui interviennent dessus. Et au final, pour ce qu'on était, c'est à la fois super... c'est fascinant, c'est un peu excitant de se dire on est capable de changer, on est capable de faire ça. C'est aussi assez flippant, parce que c'est une partie de ce qu'on faisait, c'est une partie de ce qui faisait notre valeur qui se trouve chamboulée assez profondément dans le quotidien. Et à un moment, si la machine produit ce qu'on aime produire, on fait quoi elle est où notre place dans cet écosystème-là? Et donc naturellement, il y avait beaucoup de craintes un petit peu de partout, sur ce qui allait se passer, sur les impacts de ce qu'on commençait à explorer. On avait des craintes, j'avais des craintes au niveau de l'organisation. Est-ce que finalement, ce qu'on avait construit avait mis du temps et mis beaucoup d'énergie, est-ce que ça allait être capable d'encaisser le changement profond ça? Je parle du modèle d'organisation, je parle du modèle économique aussi, j'y reviendrai aussi un peu après, parce que ça chamboule beaucoup de choses. On avait la même crainte à un niveau au-dessous, c'est sur un projet, où avant le projet, le code, c'est ce qui liait beaucoup tous les acteurs du projet. On était axé, c'était la finalité finalement, souvent la finalité. Et est-ce que sans code, c'est pas sans code, mais en ayant changé le rapport avec le code, est-ce que l'équipe était toujours liée? Quel impact ça allait avoir là-dessus? Et puis perso, moi, il y avait l'équipe qui commençait à me dire, moi, le plaisir que j'ai, c'est écrire du code. Si à un moment j'écris plus de code, si j'ai plus de plaisir, je vais arrêter de faire dev. On a beau voir les meilleurs outils, si on n'a plus d'équipe, à un moment, ça va poser un problème. Et donc, c'était un des postulats, c'était que ce qu'on devait construire devait répondre aussi à ces craintes-là. Ça faisait partie aussi de l'équation, ce n'était pas qu'une vision technique, c'était aussi avant tout une vision aussi d'impact et d'organisation et d'écosystème. La grosse bascule s'est faite pendant l'été dernier, pas la bascule, mais on va dire l'accélération, parce qu'on a pris une décision, c'est de partir sur un mode R&D, donc on a pris Claude Code, il était là, et on s'est dit, voilà, on doit
est-ce qu'on peut arriver avec Claude Code comme orchestrateur et le côté du spec driven development, mot qui n'existait peut-être même pas encore l'été dernier, mais qui commençait à émerger en tant que pratique par rapport à ça. Est-ce qu'on est capable d'arriver à répondre à la production de code qu'on faisait avant? Est-ce qu'on était capable de produire du code dans lequel on est encore responsable de ça? Est-ce qu'on était capable de pouvoir aussi gérer le quotidien du projet à travers tout ça? Avec une question fondatrice autour de ça, est-ce qu'en plus, on est capable de garder le contrôle de tout? Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, à la rentrée, on a passé tout l'été, on était 3 sur le sujet, à essayer d'y aller, et à la rentrée, la réponse était oui. La réponse était oui en disant, on arrive à produire du code qu'on aurait produit nous-mêmes. Oui, on arrive on a touché du doigt l'écosystème, et on voyait où on voulait aller avec l'équipe pour orchestrer aussi tout ce nouveau développement derrière, et on était prêt à y aller. On s'est dit, on va y aller quand même doucement. Pour info, nous, c'était focus sur la partie front. Cette partie-là, la partie back, on ne voulait pas trop se disperser. On savait qu'on allait potentiellement la traiter, mais c'était déjà assez fort là-dessus. Et le front, c'est là, en plus, on a besoin de plus de réactivité. Donc, on s'était vraiment focus sur l'été, sur cette partie-là. Et ce qui s'est passé, c'est que début octobre, on a eu trois nouveaux projets qui sont arrivés sur des patterns en plus où je vous disais qu'on intervenait nous sur des projets d'une centaine de jours, donc des vrais projets de build. Et là, c'est des projets avec, il y avait 2 MVP, il y avait un POC à faire, des trucs sur lesquels on avait du mal, nous, à adresser, mais où la stack qu'on avait posée, ou ce qu'on avait posé, était assez adapté à ça. Et on s'est posé avec l'équipe en disant, est-ce qu'on y va? Ils ont démarré pratiquement un mois d'écart. Et surtout, est-ce qu'on est prêt à accepter que si jamais ça ne marche pas, on reprend. Ce qu'on faisait avant, on était capable de le refaire, l'impact était limité, ce n'était pas des gros projets, on était capable d'accepter ça. Par contre, il fallait qu'on parte sur 3 projets en même temps. On a pratiquement embarqué toute l'équipe là-dessus, pratiquement 80% de l'équipe a basculé. Ça fait 8 mois, et on ne reviendra pas en arrière. Ça, tout le monde a basculé, tous les projets ont basculé, on ne pensait pas le faire, mais même les anciens, on les a remis dans le moule parce que c'est compliqué d'aller mener deux workflows différents et de se priver de ce que nous a amené, ce qu'on a découvert derrière. Le vrai truc important, c'est ce qu'on voulait, c'est être capable de pouvoir continuer à avoir la main à ça et ne pas subir l'IA, comme on le voit passer en disant l'IA écrit de la merde, si on ne lui dit pas correctement à l'écrire, naturellement, oui, c'est ce qui va se passer. Et ce n'est pas elle qui décide. La clé de tout ça, c'est un mot aussi qui est arrivé, qui n'est pas si vieux que ça, je ne sais même pas s'il a encore un an, c'est ce qu'on appelle le context engineering. C'est la capacité d'être capable d'aller donner au LLM la bonne info au bon moment pour être sûr qu'il l'exécute et qu'il ait toutes les informations pour faire ce qu'on lui demande de faire. Il ne faut pas lui en donner trop, parce que sinon il risque de se perdre. Il ne faut pas lui en donner trop peu, sinon il n'a pas assez d'éléments pour y aller. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande d'aller rassembler et d'aller écrire, formaliser toute la connaissance, mais qui est la clé pour arriver à produire ce qu'on a envie et ce qu'on aurait fait nous-mêmes. Et le prompt même, la demande ne suffit pas pour arriver à ça. Ce qu'on a besoin, c'est d'aller rajouter tout le contexte autour de cette attention-là pour être sûr que ce qu'on lui demande, il le réalise en plus de ça. Le garbage in, garbage out, c'est ce qu'on va passer. Si on lui donne de la merde en entrée, il ne faut pas s'étonner d'avoir de récupérer de la merde en sortie. Ça, c'est classique. Je suis désolé, mais on prendrait ça avec un stagiaire qu'on prend à côté de nous. Si on ne donne pas les bonnes informations, il y a de grandes chances que ce qu'il réalise, ou n'importe qui, si on n'a pas les bonnes infos et les bons trucs, ça va être un petit peu la même chose. C'est juste que là, l'ampleur et la rapidité pour écrire n'importe quoi peut avoir un impact qui est non négligeable sur un projet. Et finalement, dans tout ça, au moins sur cette phase de context engineering, notre rôle à nous, ça a été d'aller formaliser, d'aller ranger, structurer, hiérarchiser toute cette connaissance-là, qui était la nôtre, qui était celle de l'équipe. On en avait une partie formalisée, pas tout en tant que tel, mais il a fallu c'était une grande partie
de l'été a été d'aller réécrire, formaliser, aller récupérer la doc, aller formaliser nos guides d'implémentation, l'archi hexagonale qu'on faisait, comment on le posait, comment on utilisait tous les composants pour être capable de dire, bah, ça y est, on sait quoi lui donner pour réaliser le code qu'on voulait faire derrière. Et donc, au final, le prompt va être l'intention, ce qu'on va lui donner va être la tâche, et finalement, le contexte va définir le cadre d'exécution de tout ça. Pardon. Vous le voyez venir, mais la clé de cette connaissance-là, de la formalisation de cette connaissance-là, un mot qu'on connaît depuis tous, hein, s'appelle la documentation. Historiquement, ça fait 20 ans qu'on s'est battu pour essayer d'avoir une spec fonctionnelle à jour. On n'y est jamais arrivé. On a un contexte particulier, hein, on fait des projets pour des clients où à un moment, la phase de build, ça se passe très bien. Dès qu'on arrive à un moment sur le run, il y a des moments, l'équation effort-valeur va être sur la fonctionnalité, va pas être sur la mise à jour de la doc. Et à partir du moment où la doc n'est plus à jour, on peut l'acheter parce qu'on n'a plus confiance. Et à partir du moment où on l'a acheté, c'est le code qui fait foi. Et au final, c'est OK. Et nous, on s'est mis à les mettre du fonctionnel dans le code parce que on a la responsabilité de la fonctionnalité. Quand on ne sait pas ce que ça fait, on vient nous voir. Et ça marche. Ce n'est pas le plus pesant. Ça fait la charge mentale sur les équipes parce que c'est elles qui ont la connaissance indirecte ou la capacité d'aller le chercher. Ce n'est pas hyper sécure dans la vision d'un projet, mais on n'a pas arrêté de projet. Enfin, ça marche et ça marche dans la durée. Et au final, là-dedans, la doc, elle est isolée parce qu'elle avait... C'était souvent un truc plus ou moins contractuel qu'on mettait là-dessus. Elle n'avait pas d'utilité autre que dire « ça serait bien qu'on en ait une ». Et voilà, on ne la faisait pas. Maintenant, il y a tout qui change en fait. C'est que tout ce qu'on a mis en branle fait que la doc, elle vit avec le code. La doc, elle est dans le repository. La doc, c'est du markdown qui vit en même temps quand on va faire, qui a les mêmes cycles de vie de gestion du code, quand on a fait une pull request, on a la diff de spec en même temps que la diff de code, et tout vit ensemble. Hein. On avait déjà essayé, c'est pas la première fois qu'on y pensait, mais on n'avait pas le besoin et l'énergie pour arriver à le mettre en œuvre. Et là, on se retrouve à avoir la même source de vérité qui est partagée, exploitable, à la fois par les humains, parce que le Markdown, il est lisible, un format qui est agréable, on a fait tout ce qu'il faut pour l'exploiter aussi derrière, et par les agents, et par nos agents en interne, voire même, on se base là-dessus pour aller générer la doc utilisateur, ou générer ce qu'il faut pour les agents conversationnels de support dans les projets aussi. Ça reste la source de vérité, et on est sûr qu'elle est toujours à jour, surtout. Et au final, tout ce qu'on a mis en place, sans cette doc-là, cette doc-là, tout le workflow, toute la qualité qu'on a mis en place, s'écroule en tant que tel. Ce qui fait que la doc, c'est plus juste un livrable, c'est devenu un vrai actif important, pratiquement au même niveau que le code. Des fois, je pousse un peu, peut-être même plus que le code. Parce qu'avec la bonne spec, on serait capable d'aller régénérer le code, pratiquement, beaucoup plus facilement, alors que l'inverse, c'est plus compliqué. Pour montrer un petit peu, voici un petit peu une vision un peu limitée de ce que ça représente dans un projet. On a le répertoire doc qui est à la racine du projet qu'on avait déjà. Et dedans, dans celui-là, ce qui est important, c'est que nous, c'est une convention qu'on s'est donnée. On a dit que ce répertoire doc, c'était le présent. C'est-à-dire que tout ce qui était dans ce répertoire doc était actif, c'était dans le code, c'était mis en prod. On est sûr que quand on lit à l'intérieur, c'est quelque chose qui est d'actualité, qui correspond aux fonctionnalités en cours. Qui fait qu'on n'a pas à se poser la question, et c'est un DOM qui est important et qui est aussi cadencé dans tout le workflow derrière. Et donc à l'intérieur de ce répertoire doc, on a un répertoire où dedans on va avoir toute la spec fonctionnelle. Hein. On va avoir un répertoire où on va écrire et formaliser toute notre implémentation. C'est là où on va mettre le modèle de données, là on va mettre l'arborescence des fichiers, là on va mettre certaines règles métiers avec des composants spécifiques dessus. Donc tout ce qui est vraiment spécifique au projet et à la technique, la façon dont on a répondu à ce besoin-là. Un doc super important qu'on a rajouté il n'y a pas longtemps, c'est le workflow va être capable de capturer toutes les décisions qu'on a prises lors du développement.
à être capable d'aller formaliser des ADR, donc des décisions d'architecture technique qu'on a prises à un instant T quand on a réalisé une story, d'être capable d'aller même capturer des PDR, donc des décisions produits, c'est-à-dire qu'il y a un moment, sur une feature, on a fait un choix qui était un choix fort et qu'on veut garder, qu'on veut tracer en tant que tel, parce que dans d'autres réalisations, dans d'autres stories, ce choix-là est important d'être là, il peut influencer les futures stories derrière. Ce n'est pas juste une story qui a été faite comme ça, c'est une décision qui peut influencer la rédaction de futures stories. Et surtout, on a mis aussi ce qu'on a appelé, nous, des technical depth record, c'est qu'il y a un moment, quand on dev, on sait qu'on va introduire la technique-là, et on est OK avec ça. Parce que ce n'est pas le moment, parce que autre, mais on veut capturer ça. Donc là, on est capable de capturer que ça, on sait que c'est une des techniques, on ne va pas traiter ce cas-là, mais il est capturé, il est ici, et l'objectif, c'est d'aller vider ce répertoire-là pour être sûr qu'elle ne traîne pas, ou alors on sait qu'elle est là, et elle doit être traitée en tant que telle. Et le répertoire tech, rapidement, le répertoire tech, c'est toute la doc technique qui n'a rien à voir avec le projet, où on va mettre nos règles et toute notre documentation technique à l'intérieur. Ensuite, vit un autre répertoire qui est à la racine, c'est un répertoire work, dans lequel qui va avoir tout le répertoire stories, je vais vous montrer un petit peu le détailler, c'est là où on va travailler sur toutes les différentes stories, qui lui, hormis l'instant T du développement, mais représente le passé, c'est-à-dire que c'est tout ce qui a été fait, et un répertoire backlog, et c'est là-dedans où on va préparer le futur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va aller piocher là-dedans, il va se vider, ou il va vivre là-dedans, mais en tout cas, on sait que dans ce répertoire-là, c'est le futur qui est ici, là-dessus. Et c'est clair, c'est par design, on a réparti vraiment où était l'info, et on n'a pas à se poser de questions. Et nous, en tant qu'humains, quand on lit, et les agents, parce qu'ils savent très bien où aller chercher la bonne information au bon moment. Donc, pour être capable d'orchestrer et de gérer toute cette arborescence-là, et encore je ne vous l'ai pas montré parce qu'elle va un peu plus loin derrière, on a mis en place des skills, enfin des procédures avec l'autre code qui nous permettent de pouvoir orchestrer tout ça. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes nos interactions avec le projet se font toujours à travers une de ces compétences-là qui nous permettent de cadrer où aller chercher l'info, de tracer toutes les décisions et de pouvoir être sûr qu'on ne perd rien pendant les interactions. On évite de faire des sessions de dev sans ces contextes-là parce qu'il va nous manquer quelque chose. Donc, la première, c'est un brief, c'est soit on prend un item du backlog, soit on prend une entrée, on peut lui donner comme ça, c'est on capte une intention, on capte un besoin, et l'objectif, c'est d'aller le cadrer. Souvent, le premier cadre, c'est d'aller dire, est-ce que j'en fais une, deux stories, comment je le repositionne derrière, comment ce besoin-là, je commence à l'intégrer dans ma vision de mon projet-là, et ça va nous permettre d'aller créer les stories. On commence un petit peu à parler aussi comment je vais un peu tester ce qu'on va faire là. On a une analyse assez macro, très fonctionnelle, en fait, de cette partie-là. Et ça, cette story-là, elle va être présente, elle va être orchestrée, mise dans une itération, et elle va commencer à être développée à un moment. Et quand on va commencer à l'embarquer dans une itération, on va commencer son vrai workflow. On va commencer par ce qu'on appelle, nous, le draft. On va challenger le besoin, on va aller beaucoup plus bas dans notre capacité de comprendre l'impact de ce besoin-là dans le projet en tant que tel. Cette commande-là, elle va aller demander, pas notamment tous, mais la plupart du temps, à plein d'experts qui sont des rôles spécifiques, qui vont aller chercher des portions spécifiques de la documentation, de leur donner à chacun leur vision, dans leur contexte à eux, du besoin. Et donc chacun va produire un fichier qui est la vision de l'impact du besoin, de la story en tant que telle, sur le projet. Il y a beaucoup de recoupements entre toutes ces analyses-là, mais au final, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on produit un compte-rendu de ça pour synthétiser, mais on va rarement lire le détail de ça, à part s'il y a quelque chose qui nous fait tiquer. Mais en tout cas, on est capable d'aller le faire, et on a d'autres experts là qu'on est en train de mettre en place, un spécial sur l'accessibilité, pour être capable d'avoir un brief là-dessus, un sur la partie légale, RGPD, et légale un peu plus large que ça, sur des projets qu'on a, un spécialisé sur la partie IA, parce qu'on fait de plus en plus d'IA en tant qu'orchestration et applicatif métier à l'intérieur, et un autre sur la partie sécurité.
On sait qu'on va faire intervenir ces experts-là, on est en train d'essayer d'expérimenter, mais aussi tout à la fin du process pour garantir que ce qu'ils ont donné en conseil au début, on est sûr qu'avant d'aller tout valider, on est quand même respecté, qu'il n'y ait pas encore des trucs qu'on n'a pas traités finalement sur toute cette chaîne-là. Donc une fois qu'on a ce draft-là, qu'on a cette vision-là et qu'on a un besoin qui a été, on est rentré quand même un peu plus dans le détail, on ne parle pas de code encore, on parle vraiment de ça. On avait juste là, l'archi, lui, son rôle, c'est de se dire, est-ce que j'ai tout dans ma stack technique pour répondre à ce besoin-là? Est-ce que je dois aller chercher de nouveaux composants? Est-ce que je dois aller installer d'autres choses? Donc il a une vision très très haut niveau de ça. Et donc là, à partir du moment où on sait tout ce qui a été validé, on a un skill où son rôle, c'est d'aller faire le plan d'implémentation. Là, il charge un rôle de lead dev, il a accès à toute notre convention, toute l'implémentation qu'on a derrière, et il va dérouler un fichier en disant, tâche par tâche, je vais commencer par faire mon modèle, aller appliquer les bonnes règles dans la base de données, aller faire mon composant, aller faire ma page, aller faire mes tests unitaires, aller faire mes tests fonctionnels, et en dernier, tu as une série, c'est des tests manuels à faire pour valider ça. Et donc, on a entre 30 et 40 tâches, généralement par story. On essaye de faire des stories qui sont un petit peu homogènes dans le traitement, mais qui fait le traitement complet, en fait, de comment on va découper et comment on va lancer ça. Ce qui fait qu'on n'a pas écrit encore une seule ligne de code. Dans ce plan d'implémentation, on sait où on va créer le fichier, comment il va être nommé, parce que ces règles sont déjà dans le plan d'implémentation. Par contre, il n'y a aucune ligne de code qui est écrite à ce moment-là. Et une fois qu'on a validé ça, on va arriver sur la story de dev. Et là, cette tâche-là, elle charge aucun contexte métier parce qu'elle n'a pas à l'avoir. Elle ne charge que ce qu'elle a besoin d'avoir pour écrire le code et elle n'a juste qu'à dépiler tout ce qui a été planifié en tant que tel. Ça se fait en paire, j'y reviendrai un petit peu derrière, mais son objectif à elle, c'est vraiment d'avancer par là, tâche par tâche, elle dépile au fur et à mesure. Ce moment-là d'écriture de code, il est constant sur chaque story. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup plus de temps en amont que sur cette tâche-là. On dépasse rarement la journée sur cette phase-là. Cette phase-là, par contre, elle peut prendre un peu de temps parce que c'est là où on va commencer à mettre en recette, on va attendre des retours, on va valider, on va être capable de capturer ça et on peut se rendre compte, même sur de la recette, on peut accepter des retours fonctionnels si on est OK. Et justement, quand on traite les retours fonctionnels à l'intérieur de ça, on sait qu'on est capable de capter tout ce qui a été remonté pour être capable, et qui est la dernière étape, qui est limite une des plus importantes, c'est ce qu'on appelle nous le story done, c'est la capacité à aller consolider, capitaliser tout ce qui a été fait pendant cette session-là. Donc cette tâche-là, elle va aller regarder tous les docs qui ont été produits, le div de code et tout ce qui a été fait, et va proposer à l'utilisateur, voici ce que je vais mettre à jour dans mon répertoire doc. Dans ma source de vérité de mon projet, voici ce que je vais mettre à jour. Et là, pareil, en interactif, on valide et autres, on va créer un ADR, on va mettre à jour, on va créer une nouvelle fonctionnalité parce qu'on l'a là, on va la mettre à jour, et c'est ce qui va finaliser finalement le projet. Pour vous montrer un petit peu, on se retrouve, alors je n'ai pas tout mis, mais on se retrouve dans notre répertoire Works qu'on avait, on a les stories, on les range par epic et par feature, et pour chaque story qu'on fait, on a un répertoire dans lequel on a tous les différents documents qui ont été générés pour chaque étape qui sont là, et qui vont servir tout au long du projet. Chaque étape a son propre fichier de suivi derrière. Ce répertoire-là, une fois qu'on a terminé le cycle, d'un point de vue projet, on peut le supprimer. Parce que c'est-à-dire qu'on a remonté, on est sûr que toute la doc nécessaire et décisions importantes ont été remontées dans le présent, on peut le supprimer. Dans les faits, on les garde, ça permet de retourner dessus, il n'y a pas d'effort par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on les a vraiment désolidarisés très tôt, très haut dans l'arborescence des fichiers, parce que c'est quelque chose, le projet peut tourner sans ce répertoire-là. Le plus important, tout ce que je vous ai montré là, toutes les tâches, tout ce qu'on fait là, ils sont tous faits en interactif avec l'équipe. On n'est pas en mode avec un OpenClaw ou un Hermès en disant tiens, sur mon Telegram, est-ce que tu peux me faire cette feature là, et le lendemain on se réveille et elle est en prod. Toutes les étapes que je vous ai montrées remettent systématiquement à beaucoup de trucs, à beaucoup d'étapes,
la validation de l'équipe à l'intérieur. Et c'est by design en fait, hein, c'est la façon dont on a construit tous ces skills-là qui demandent et qui n'avancent pas tant qu'on n'a pas validé. Parce que c'est notre rôle à nous de garder la main là-dessus. On a délégué du traitement, on a délégué du choix et autres à l'IA. Par contre, c'est à nous d'être sûr que quand elle a avancé, quand qu'elle propose, on le valide, on le corrige, on le refuse, ou alors on le réaligne. Et tout ce qu'on avait, nous, détecté à un instant T d'hallucination et autres, ça arrive encore souvent. C'est que là, nous, on a les moyens de les identifier et c'est notre responsabilité de le réaligner dès qu'on détecte qui part à côté. Comme ce qu'on ferait avec un dev aussi qui intervient, qui n'a pas toute cette connaissance-là. Et surtout, on garde la responsabilité. On reste responsable de ça parce que on a eu les moyens et les outils pour garantir qu'on était encore dans la boucle et que c'est nous qui avons dit « Ok, je valide ça ». Et donc, ce n'est pas du vibe coding, ça. C'est l'antithèse du vibe coding, c'est qu'on utilise les agents pour exécuter, mais ça reste l'humain au milieu qui va décider à chaque fois là-dessus et qui va garder cette responsabilité-là. Alors, je ne l'ai pas dit là, mais on a d'autres skills qui sont en mode vibe coding. Parce qu'il y a des moments où on est en mode exploratoire, on n'a pas envie, on sait très bien qu'on n'a pas envie de rester là-dessus, on a un truc qui s'appelle Storylight pour faire des retours, pour corriger des petites choses, où on n'est pas obligé d'aller passer par tout ce schéma-là. On était obligé de faire des courts-circuits. Mais là, ce que je vous montre là, c'est le process de feature avec un impact assez conséquent sur le métier et sur le fonctionnel. Hein, et on a une story d'exploration où là, on court-circuite tout, on fait ce qu'on veut à l'intérieur en mode vibe coding, et ça sert souvent de brief pour créer une story derrière, c'est qu'on a exploré souvent l'interface, et on sait que c'est ça qui va servir d'entrant pour aller créer la vraie story, mesurer le vrai impact et repartir sur un cycle complet quand c'est nécessaire. Et donc, tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce que ça a changé concrètement, dans notre quotidien? Déjà au niveau organisation. Avant, on vendait du jour homme. Hein, j'en ai discuté avec certains d'entre vous. J'ai jamais été à l'aise avec cette notion d'aller vendre du jour homme. On estimait en jours. Et au final, nous, à la fin du mois, je facturais le temps qu'avaient passé mes équipes sur les projets. Si ça se passait mal, je facturais en tant que tel. Le risque, il était essentiellement porté par le client. Ça ne veut pas dire qu'on faisait n'importe quoi et derrière, mais contractuellement, non, le risque était porté par le client et le délai et ou le coût, c'était souvent le client qui l'assumait. Ça ne veut pas dire que quand on avait des erreurs, on ne les prenait pas pour nous, mais si le truc bougeait, c'était de son côté. On a fait un gros move en même temps, on a été obligé aussi de bouger ça, c'est que maintenant, ce qu'on fait, c'est que, alors que je me suis battu depuis des années pour arrêter de faire du forfait sur des projets, ou disant c'est une hérésie de faire du forfait sur des projets à plus de 100 jours hommes, on s'est remis à faire du forfait, et par contre, on fait du forfait sur une story, sur une feature. Et ce qu'on a mis en place, et notamment on l'a fait après le brief, et en fait, ce qu'on a mis en place, on a zéro risque pour engager, on n'a aucun problème de s'engager forfaitairement sur la raison de ça, parce que le risque technique, il est peu ou pas présent, et en plus on a un truc qui est formalisé, écrit, du contexte et autres, sur lequel on est capable de s'engager. Si ça bouge, c'est pas un souci, on refait bouger l'estimation, mais c'est sain, au final, derrière. Et ce qui s'est fait, c'est que maintenant, on ne parle plus jamais de jour. On ne parle plus jamais de jour, on peut en parler sur du planning, mais le client n'a pas conscience du nombre de jours qu'il faut pour réaliser une feature. On a une notion de prix qui est indexée sur la valeur. On est capable de vendre 2 fois la même feature à 2 clients différents. On est capable, alors qu'on l'a déjà faite, on serait capable pour une même feature qui n'a pas déjà été faite, peut-être de ne pas la vendre au même prix si en face, moi j'ai un client qui est une assoce ou si j'ai quelqu'un qui a plus de moyens, parce qu'on est capable d'aller remettre la valeur que ça produit à l'intérieur de ça. Et surtout, ce qui a été vraiment le déclencheur de ça, c'est qu'on ne peut pas vendre du TJM quand on a un coût d'IA qui est volatile et où on sait pertinemment que le coût qu'on a maintenant d'IA, ce n'est pas le vrai coût qu'il y a derrière. Le jour où on va payer les vrais coûts d'IA, mon prix par feature va augmenter, mais ça ne va pas casser tout le modèle et tout le modèle économique qui est mis derrière. Et surtout, avec tout ça, on a remis
on n'avait pas particulièrement besoin, ça marchait déjà très bien, mais on a remis beaucoup d'engagement côté client. Parce que nous, on s'engage en fait. Ce qu'on a avant l'itération, le budget d'itération, on s'engage à le respecter. Il est capable de bouger, mais si on fait ce qu'on a dit, on s'engage à respecter. Et donc, ça a encore plus augmenté le capital de confiance qu'on avait sur les projets. Donc, quel impact ça a eu maintenant au niveau projet? On l'a vu côté organisation. Au niveau projet, avant, nous, on avait un équivalent mi-temps côté PO, côté projet, qui était capable de me staffer une équipe de 2-3 personnes en dédié full-time projet pendant 2 à 3 mois. C'était un petit peu l'équivalent qu'on avait. Sur la phase de conception, on faisait des phases de conception. On avait des sujets, quand même, qui émergeaient souvent assez tard sur les phases de dev, où quand on est confronté à un sujet qu'on n'a pas donné, vous le savez tous, on va remonter côté métier en disant qu'est-ce que je fais de ce cas-là, on ne l'avait pas prévu avant, ou même sur la recette, ah mince, ce cas-là, on l'avait oublié. Et la revue de code, elle était systématique sur du code, entre pairs de l'équipe. C'était le truc. Et la connaissance, elle était portée par l'équipe à l'instant T, au début un peu par la doc, mais surtout par le code. Maintenant, le plus gros problème qu'on a, nous, c'est que la même dispo qu'on avait côté client d'un mi-temps, maintenant, c'est limite la même que j'ai côté équipe, quoi. C'est que on a un gros souci, nous, de plus pouvoir mettre du multidev sur un projet, parce que ça passe pas. Et que le goulot étranglement, maintenant, il est essentiellement côté besoin, et on sent que c'est pas là où il faut appuyer, parce que on n'aura jamais, nous, un client dispo à 100% sur un projet. Et puis à un moment, ça ne sert à rien aussi de faire de la feature pour faire de la feature. On a des gros risques de dispersion et tout ça derrière. C'est pas le truc. Sur la partie conception, tout ce qu'on a mis en place là, parce que dans les process, je vous garantis qu'il ne fait pas que formaliser, il va aussi, dans la conception, aller très très loin. Dans les edge cases, quand il fait la stratégie de test ou quand il commence à écrire les tests d'acceptance, ça va très très loin et ça va trouver aussi des points qu'on n'aurait pas vus ou qui auraient émergé plus tard quand je vous l'ai dit sur les phases de recettes et autres derrière. Pardon. Et là, ce qui se passe, c'est que la revue de doc, on fait beaucoup de revues de spec. C'est loin, j'y reviendrai, mais c'est loin d'être anodin. C'est pas la même charge intellectuelle de faire de la revue de spec que de faire la revue de doc. On ne peut pas faire de revue de tout. Le volume de production et de code et de spec, on a un gros chantier là pour être capable d'aller détecter quoi relire. Et le problème, c'est que vu que maintenant, il n'y a plus qu'un dev sur un projet, c'est comment on fait relire aussi à quelqu'un qui n'a pas toute la connaissance. On n'a plus d'autres personnes dans les projets. On essaye de faire de la cross-revue de différents projets, même de la cross-recette entre les différents projets, pour être capable de partager cette connaissance-là. Et oui, la connaissance, avec tout ce qu'on a fait là, la connaissance, on a confiance, on sait qu'elle est là, elle a été capturée, elle est dans le repo, et elle est à jour, et on a confiance en elle. J'accélère un petit peu, désolé. Et perso, notre place évolue un petit peu. Et quand je dis la nôtre, ce n'est pas que les devs, en fait. C'est toutes les places des acteurs des projets évoluent par rapport à ça. On s'est rendu compte que le plaisir restait. C'est-à-dire que les craintes des équipes par rapport à la production de code, en fait, ils ont découvert que leur plaisir, il n'était pas dans la production de code en tant que tel. Il était dans trouver des solutions à des besoins. On a changé la façon de répondre à ça. C'est plus le code vraiment, mais le plaisir, et il y en a qui l'ont exprimé en tant que tel. Non, oui, on reprend du plaisir. Il y en a même qui en ont retrouvé. On a des personnes qui sont assez âgées dans l'équipe, qui vont s'être fatiguées de la JavaScript fatigue et autres, des technos et autres. En enlevant ça, ils retrouvent encore plus de plaisir et plus d'énergie sur les projets. Par contre, on a été confronté à une charge cognitive qui est loin d'être anodine, qui a été nouvelle, qui nous, là, on est un peu limite en code red dans l'équipe sur l'impact en fait, de tout ça, sur la charge cognitive et la charge mentale de tout ça amène, parce que on n'a plus de moment de respiration en fait. Le moment de respiration qu'on avait derrière notre écran en tant que dev, on fait essentiellement des ateliers à plusieurs, beaucoup d'ateliers de conception à haute charge cognitive, ça épuise. On ne peut pas faire ça 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Il va falloir qu'on trouve des moments de respiration dans notre quotidien. Le contexte switching,
je pense que tous ceux qui font un peu d'IA le savent, le temps que on traite la demande, souvent on est tenté d'aller lancer autre chose à côté, dans le même projet ou dans un autre projet. L'impact cognitif de ça, il est loin d'être anodin derrière. Et je ne parle même pas le fait de tiens, j'ai plus de tokens dans ma session, j'en prépare plein pour que quand mon quota revient, je puisse les relancer au même moment. Et dans tout ce qui arrive là, il y a quand même une certaine zone d'incertitude. C'est que là, dans le futur, l'impact global du changement profond d'Orga sur l'équilibre et la santé de l'équipe, en tout cas, nous, c'est un des gros sujets qu'on a en ce moment, parce que je sais pertinemment que si on continue comme ça, on va griller l'équipe, c'est sûr. Et finalement, tout ce changement-là, qu'est-ce que ça ouvre dans le truc ça, c'est une conviction assez personnelle. Je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train, il y a 25 ans, quand j'ai commencé, on était webmaster et on faisait tous les métiers de la chaîne de développement logiciel, du Photoshop jusqu'à gérer le serveur. On a tout verticalisé et on va revenir, je pense, à un métier, à une capacité d'interaction avec le produit, où on va tous être maker en tant que tel. Un maker, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable, qui a des outils qui lui permettent d'interagir avec le produit. Et interagir le modifie en tant que tel. Naturellement, tout le monde n'aura pas le même prisme, mais chacun sera maker avec son expertise, avec ses compétences, avec ses zones d'usage qu'ils vont avoir sur les projets, mais c'est quelque chose qu'on voit déjà émerger, et on commence déjà, nous, à construire les outils qui vont nous permettre de mettre à disposition de tout ça des autres acteurs, ce qu'on a mis en place là. La coordination de tous ces outils-là est un vrai sujet, tant côté humain que côté technique aussi qu'on a à faire. Ce qu'on évoque là, ça ne va pas arriver demain, mais on a déjà, nous, commencé à le faire, et on sent que c'est vraiment ce qu'il a appelé. Moi, je sais que un objectif, c'est aller, dans le cadre de mes projets, développer l'équivalent d'un lovable pour mes clients qui soient capables d'aller expérimenter, essayer des choses. Ce qu'ils feront comme code, ce n'est pas ce qui ira en prod, mais c'est ce qui potentiellement sera mes entrées de spec d'une demande à faire derrière. Et peut-être qu'il y aura des demandes de modification de texte qui, elles, iront directement en prod parce qu'on est capable de détecter qu'il n'y a aucun risque. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire passer ça par une demande et par un workflow de dev. Et ce maker-là, c'est plus juste un dev. Tout le monde aura la capacité, je pense, d'interagir. Encore une fois, c'est une vision que j'ai du besoin. Faut que j'avance. Donc, et demain, au niveau organisation, c'est ce que je vous disais, on va essayer de faire sortir tout ce qu'on a mis là de la ligne de commande et de l'environnement dev pour trouver des points de contact qui sont adaptés aux différents acteurs du projet. On a un énorme sujet de transmission du savoir. Je parle de formation, les juniors et tout ça derrière. On sait qu'avec ce qu'on a mis en place, on pourrait adapter un petit peu juste le contexte pour que les interactions soient plus didactiques, qu'il explique pourquoi, qu'il passe plus de temps. Et on sait qu'en faisant ça, la finalité serait toujours la même. On serait capable de garantir que le code in fine serait le même si on n'a pas fait le même chemin pour y parvenir. Donc on a des pistes, mais en tout cas, ça va rester un vrai challenge d'arriver à faire monter les juniors et les apprenants sur ces sujets-là. En termes d'équipe, il va falloir aussi apprendre à faire tourner un peu les rôles et à encaisser le fait que le curseur se déplace dans nos capacités d'interaction avec le projet, avec le produit. Il va falloir protéger aussi le moment de respiration. Et ça, c'est un rythme projet à avoir. C'est un truc collectif, être capable d'être sûr qu'on est capable de protéger tout ça. Et côté personnel, il va falloir aussi cultiver ce qu'on n'est pas capable de déléguer, et donc de déléguer quelque part un outil. C'est ce qui fera notre valeur sur les outils du futur. Au final, dans tout ce qu'on a vécu là, le feedback qu'on a, c'est que tout ce qu'on a fait là, l'enjeu n'est pas technique. Le vrai enjeu, c'est avant tout humain et organisationnel. Et ce qui nous a permis d'aller vite et d'arriver à ce niveau-là, c'est les fondamentaux qu'on avait avant, justement, sur l'humain et sur l'organisation. C'est ça qui nous a permis d'aller aussi vite et d'accélérer aussi fort. Et c'est ce qui fera que, je pense, moi, que des petites organisations seront un peu plus adaptées à encaisser ce qui arrive là, parce qu'elles auront les capacités à être capables de se réinventer dans l'écosystème. Et pour finir, moi je dis juste côté timing. On entend beaucoup, l'IA va prendre notre place. Je pense que non, l'IA ne prendra pas notre place. Par contre, elle va nous forcer un peu à en trouver une autre. Ça, c'est le truc.
Et je vous remercie. Si vous avez donc des questions, oui, et le open feedback, je suis assez preneur de feedback sur le fond et sur la forme. 1, 2. Ouais, bah, merci beaucoup, c'était super. En fait, je suis très très friand des retours d'expérience. Je suis un de ces gens qui voient les choses, bavent devant, mais n'osent pas. Et attendent de voir que d'autres se cassent la gueule avant. Pour y aller. Et donc merci pour ça. Et en fait, j'ai une foultitude de questions, mais je vais peut-être me focaliser sur 2. La première, c'est au niveau organisationnel. Je veux dire, quasiment la majorité des projets de ça fonctionnent sur des boards type Jira, type machin. Vous avez arrêté d'utiliser, ou est-ce que c'est encore votre source d'organisation? Et puis l'IA. On sait que ça va revenir dans le projet, en Markdown dans le projet. Parce qu'on a déjà toutes les infos que là. Pour l'instant, les stories telles qu'elles sont faites, on les resynchronise, on les repush encore parce qu'on n'a pas encore développé ça, mais on les repush encore sur du GitHub. Nous, on faisait du GitHub Project pour piloter tout ça. Mais à quoi ça sert alors qu'on a déjà fait des interfaces qui permettent déjà d'interagir en web avec le projet. Donc ça va vivre dans le projet. On a déjà, nous, je ne veux pas montrer, mais on a déjà un répertoire roadmap dans la doc où on a les versions, on a les itérations dans lesquelles on va ranger les stories qu'on met dedans. On sait qu'on va potentiellement tout ramener dans le code. Ouais, parce que l'histoire d'avoir la vue comme ça globale de ce qui se passe, où ça en est, etc., où on sortait comme ça, ok, d'accord. Et puis ça permet aussi d'avoir tout le côté, d'avoir des branches et d'avoir une vue qui doit remonter aussi dans le passé, assez simplement et tout ça. D'accord. Et la deuxième question, c'est la question qui fâche un peu, je suis désolé. Oh, mais c'est plus intéressant. En fait, c'était très intéressant la manière dont vous avez adopté en fait ce changement, parce qu'il est radical, il fait peur, et on se demande comment effectivement, vraiment les questions, vous avez touché les vraies questions qu'on se pose tous. La question, c'est que en fait, vous êtes l'organisation est passée de non, allez, je vais la redire autrement. Vous avez commencé par moi j'adore le code, et on a fini par il faut trouver une autre place. Je suis de ceux qui a investi ma vie entière parce que je fais ce métier parce que j'aime ce que je fais. Un des talks juste avant vous, c'était on apprend en regardant le résultat de ce qu'on a fait. Or là maintenant, on ne fait plus rien, on ne fait que regarder, on n'apprend plus rien. Est-ce que vous avez une appréhension par rapport à la perte de compétences, et peut-on encore appeler un dev? Ça revient un petit peu sur la conclusion du maker qu'on a à l'intérieur de ça. Une autre conviction que j'ai, c'est qu'on n'est pas loin d'avoir confiance dans le code qui est produit par les IA. Il y a un moment, il faut se poser la question, est-ce que ça sert d'aller produire un code qui est lisible par un humain? Si on a confiance dans ce qui est écrit et qu'on est capable de contrôler derrière, autant aller écrire de l'assembleur en tant que tel. Je sais que je vais loin, mais c'est une vision qui va arriver. Donc la place du dev, le mot dev, oui, je suis d'accord qu'il va évoluer, il va bouger par rapport à ça. Encore une fois, et même l'équipe, la production de code, l'écriture de code, c'est pas une fin en soi. Ça ne veut pas dire qu'on perd la maîtrise. Le temps, on a gagné, on a peut-être divisé par 10 le temps d'écriture du code. Pour réaliser la feature, on a peut-être divisé par 2 ou 3, pas bien plus que ça. Par contre, le niveau de qualité qu'on a fait derrière en ayant trouvé les angles morts, en ayant mis à jour la doc, ça, on aurait doublé ou triplé le prix avant si on avait passé autant de temps en conception pour ça. Donc on a peut-être divisé, on n'a pas divisé, mais on a augmenté considérablement la qualité de ce qu'on produit et le plaisir qu'on produit, parce qu'on ne produit pas quelque chose pour y revenir derrière et pour corriger les bugs derrière. Produire un truc qui part et où on n'a pas de retour, ça fait partie du plaisir qu'on a aussi de produire. Bonjour, je suis par là. Merci pour la présentation. Dans la continuité de la question de monsieur, j'avais le questionnement sur l'accompagnement des juniors par rapport à l'utilisation de l'IA, puisque tu disais toi-même qu'il ne faut pas faire de garbage, et pour ça, il faut avoir quand même un regard expérimenté pour voir si l'IA en génère. Et du coup, les juniors, par définition, n'ont pas ce regard-là. Ouais. Et si eux ne commencent qu'avec ça, j'étais curieux de voir dans ton scénario, ton use case, comment en fait... Malheureusement, on n'a pas pu encore y aller. Non, mais par contre, c'est un vrai sujet. Ce que je dis, c'est qu'on a on sent qu'on va avoir des pistes pour essayer de l'accompagner, mais la transmission du savoir va être un énorme sujet derrière. Et grosso modo, il y a
il va falloir réinventer aussi l'OS de la transmission du savoir, parce que tel qu'il est fait actuellement, avec les écoles et tout ça derrière, et les entreprises en fin de chaîne, ça ne marche pas, et ça marchera encore moins avec un rythme qui va nous arriver comme ça. Il va falloir qu'on change un petit peu le paradigme. Merci beaucoup. Merci. Désolé, on est un petit peu en retard.